La déception dans la démocratie que l'on connaît aujourd'hui serait liée à la perception d'un lent déclin économique pour les classes moyennes dont on voit difficilement comment il pourrait être arrêté. C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de politologues. Pour ma part, je pense que si cette perception joue un rôle dans le sentiment de marasme actuel, elle est loin d'en être la seule raison. Mais il paraît quand même important d'examiner le rôle que joue l'accroissement des anxiétés économiques depuis les années 80 dans la plupart des pays occidentaux et combien elle influe le sentiment de frustration des populations. Si l'on regarde les enquêtes d'opinion que j'ai fait énormément pour la préparation de ce livre, le pessimisme sur le futur du niveau de vie de la majorité de la population mondiale est assez universel. Aujourd'hui, avec l'exception en fait de l'Asie, qui demeure encore foncièrement optimiste. Il est compliqué de comprendre comment se forment les anxiétés économiques, mais surtout comment elles peuvent contribuer à une défiance aussi profonde vis-à-vis des institutions démocratiques que l'on connaît aujourd'hui. En effet, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, dans les régimes démocratiques au XIXe et XXe siècle, les régimes démocratiques du XIXe et XXe siècle ont permis à leurs citoyens de connaître des progrès impressionnants de leurs conditions de vie. Les pays qui ont les revenus les plus élevés aujourd'hui sont représentés dans le groupe de l'OCDE et sont tous démocratiques. Certains pays ont beaucoup progressé sous des régimes autoritaires, mais ils ont tous fini par se tourner vers la démocratie. La Chine est une des grandes exceptions de ce point de vue. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut tout d'abord faire une différence entre une situation où les familles expériencent des difficultés momentanées provoquées par une crise financière ou un choc économique et l'impression qu'une situation se dégrade lentement, immanquablement, sur une très longue période et que les successions de gouvernements, même s'ils sont de gauche et de droite, ne changent pas vraiment la donne. Beaucoup ont l'impression aujourd'hui, du fait d'un pouvoir d'achat qui s'améliore très peu, d'être prisonniers d'une situation qui les dépasse et qui semble être le fait de problèmes systémiques auxquels les institutions ne sont plus capables de remédier. Quand ces difficultés semblent également affecter ceux qui vous entourent et qu'elles ne sont pas le résultat de vos actions propres, les frustrations se trouvent évidemment considérablement renforcées. Aussi, beaucoup ont tendance à ne pas voir les améliorations qualitatives dont elles ou ils bénéficient, comme par exemple la progression de l'espérance de vie, notre plus grande mobilité, nos capacités de nous informer et tous les progrès technologiques qui changent chaque jour notre vie. Quoi qu'on en dise, le pouvoir d'achat reste aujourd'hui un très fort marqueur de notre satisfaction dans l'existence. Aussi, les gens évaluent leur situation économique par rapport à leurs aspirations et comment ils s'imaginent qu'eux et leurs enfants vont pouvoir les réaliser. Les aspirations sont absolument fondamentales pour comprendre les frustrations actuelles. Les aspirations dépendent beaucoup de l'entourage d'un individu, de son environnement et bien entendu des discours en circulation autour de lui ou d'elle. Les aspirations dépendent avant tout de ce que les individus considèrent collectivement aussi comme une réussite. Les aspirations sont aussi très souvent déterminées de façon intergénérationnelle. Et en fait, nous allons le voir, c'est un facteur absolument déterminant. On se compare à ses parents et on espère faire au moins aussi bien qu'eux ou mieux.
Finalement, dans une société de consommation comme la nôtre, où chacun est inondé du matin au soir par la publicité et les incitations à acheter, on devient très conscient de ce que l'on peut consommer ou de ce que l'on ne peut pas consommer. Cela contribue également à la montée des frustrations. Nous avons vu plus haut que nos aspirations dépendent en grande partie de la façon dont on se compare aux générations précédentes. Il convient donc de prendre en compte le grand espoir d'avancée économique créé en Occident et au-delà durant les années d'après-guerre, car il constitue une sorte de référence pour les Occidentaux, mais aussi pour beaucoup d'autres peuples. Le boom des Trente Glorieuses, qu'on appelle comme cela en France, est devenu notre référence de ce qu'une démocratie libérale devrait nous apporter, même pour les nouvelles générations qui n'ont pas forcément connu cette période. Entre 1945 et les années 80, le monde connaît un développement économique inédit dans son histoire. Il est mené tambour battant à travers une globalisation qui a vu pratiquement tous les pays du monde entrer dans un système d'échange de plus en plus élaboré. Celui-ci, on l'oublie trop souvent, a profité largement au plus grand nombre dans le monde entier. Les produits devenaient moins chers, l'emploi progressait et les systèmes de sécurité sociale se consolidaient rapidement. Les Trente Glorieuses, pour beaucoup, sont devenues le normal et ce que l'on doit espérer d'une économie libérale, soutenue par une démocratie. Pourtant, historiquement, les Trente Glorieuses sont une vraie exception. Et ce sont les destructions de la Seconde Guerre mondiale qui ont permis ce boom. À partir des années 80, des nuages, en effet, assombrissent les perspectives économiques. D'abord, la croissance commence à reculer. Les difficultés macroéconomiques se multiplient. La situation de l'emploi se détériore et les inégalités tendent à augmenter, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un certain nombre de pays européens, grâce à leurs systèmes sociaux, comme les pays scandinaves ou même la France, freinent beaucoup l'impact sur les inégalités. L'ascenseur social fonctionne de moins en moins bien et beaucoup d'individus commencent à se sentir dans une situation plus précaire que leurs parents au même âge, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Trois changements profonds affectent les économies occidentales à partir des années 70-80 qui vont créer cette situation plus compliquée pour beaucoup des ménages. Tout d'abord, une désindustrialisation progressive mais certaine qui est largement symbolisée par l'effondrement de villes qui étaient dépendantes du charbon, de l'acier ou d'une industrie dominante. On pense à Détroit, à Liverpool ou encore aux villes du nord de la France. Mais c'est un peu partout dans le monde occidental. Cette période connaît aussi une explosion du secteur des services qui s'accompagne d'un fort accroissement de la demande pour une main-d'œuvre éduquée, surtout dans les zones urbaines. Cette révolution facilite la vie de beaucoup, mais contribue à isoler encore davantage les zones rurales et les petites villes. Finalement, une explosion du secteur financier conduit à l'adoption de comportements extrêmement spéculatifs, lesquels contribuent à augmenter les différences de revenus. Une minorité s'enrichit désormais plus par la spéculation financière que par leur travail. Cette spéculation se traduit également par le versement aux gérants du secteur financier de salaires et d'avantages très élevés qui n'ont plus rien à voir avec leurs contributions réelles et qui contribuent à créer une faille profonde dans la confiance entre employés et gestionnaires. Les conseils d'administration préfèrent reverser des dividendes aux propriétaires du capital plutôt que d'investir,
renforçant l'aspect spéculatif du système. Cette situation particulièrement excessive aux États-Unis contribue directement, selon l'OCDE, à creuser les inégalités, tout en créant très peu de croissance réelle. Ces pressions sur les inégalités et sur l'ascenseur social s'accélèrent, malgré une alternance de gouvernements de gauche et de droite, comme on l'a vu par exemple dernièrement aux États-Unis. D'où le sentiment pour beaucoup d'individus qu'ils vivent une situation difficilement compréhensible et un système qui les entraîne doucement vers le bas, même si dans la réalité beaucoup de gens bénéficient d'avantages dus aux nouvelles technologies et si leur santé, par exemple, s'améliore constamment. Pour ces gens-là, leur perception est celle d'un déclin. La nostalgie prévaut, et la nostalgie pour la période des Trente Glorieuses, que beaucoup considèrent comme la période de référence. Pour ajouter à tout cela, le futur s'annonce compliqué. Et il est certainement très anxiogène. L'emballement de l'innovation technologique, avec en particulier celle de l'intelligence artificielle, va avoir immanquablement des conséquences très importantes sur l'emploi et sur la redistribution des fruits de la croissance. Un livre très édifiant que j'ai parcouru en préparant mon propre ouvrage et que je vous recommande, a été écrit par l'économiste américain Richard Baldwin et il s'intitule « The Globotics Upheaval, Globalization, Robotics and the Future of Work ». La révolution de la globotique, globalisation, robots et l'avenir du travail. Et il porte sur les transformations colossales qui nous attendent les 20 prochaines années. Nous n'avons pas connu depuis la crise de 29 autant d'incertitudes sur la façon dont l'avenir économique et social se dessine. Il est évident que beaucoup de métiers vont être détruits. Dans peu de temps, par exemple, plus personne ne conduira de camion ou de taxi, plus personne ne prendra de rendez-vous dans un bureau, plus personne ne nettoiera les rues ou les appartements, plus personne ne vous servira dans les fast-foods. Les robots le feront. Où seront les nouveaux emplois? Il y en aura bien sûr, mais ce qui est très inquiétant, c'est que personne, mais alors vraiment personne, ne peut dire d'où ils viendront aujourd'hui. Mais même s'ils viendront, il est probable qu'ils seront rémunérés de façon encore plus inégalitaire qu'ils le sont maintenant. Autre sérieux défi pour le futur du pouvoir d'achat des classes moyennes en Occident, le vieillissement des populations. Le nombre de centenaires dans le monde va doubler en 2030. À cette date, près de 20% de la population mondiale aura plus de 60 ans et cela concernera à peu près 30% de la population des pays à revenus élevés. Alors que les jeunes étudieront de plus en plus longtemps, la population active va se rétrécir considérablement et cela va poser un problème pour la compétitivité de l'économie, mais surtout pour la redistribution des revenus. Si l'on ajoute à cela notre résistance à l'immigration, nous voyons bien que nous sommes dans une situation qui va être compliquée. Peu de pays ont devant eux un avenir radieux, tant les adaptations seront dures. En Occident, on ne peut plus garantir que les classes moyennes vont continuer à croître et connaîtront une amélioration de leur pouvoir d'achat. Même la Chine va connaître des difficultés importantes, au vu par exemple de la baisse du taux de croissance de sa population, qui est très sérieuse, et aussi des difficultés structurelles qu'elle connaît. Les nouvelles technologies évoluent beaucoup plus rapidement que nos capacités pour comprendre l'impact qu'elles vont avoir sur la société et nos économies, et même nos libertés.
Deux constatations sont claires. D'abord, le système va bénéficier de plus en plus aux populations éduquées, voire très éduquées. Le niveau et la qualité de l'éducation reçue par une personne est chaque jour plus important pour bien vivre. Justement, la Banque mondiale, éternelle optimiste, a produit en 2018 son rapport annuel sur le développement dans le monde, sur le thème de l'éducation. Il est intitulé « Learning to Realize Education's Promise » Apprendre pour mettre en valeur les promesses de l'éducation. Le message est sans ambiguïté. Envoyer des enfants à l'école n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'ils apprennent. Et ils doivent apprendre comment s'en sortir dans un monde en plein bouleversement. Le rapport décrit une crise mondiale de l'apprentissage. Et il est, une fois n'est pas coutume, très pessimiste. Nous arrivons dans un monde où, plus que jamais, la grande faille dans notre société est entre ceux qui ont une bonne éducation adaptée et ceux qui ont un faible niveau d'éducation. Celles et ceux qui ont un faible niveau d'éducation sont aussi clairement les plus sensibles aux sirènes du populisme aujourd'hui. Malgré les promesses d'avenir radieux des leaders de la tech, qui d'ailleurs ont tellement confiance dans le système qu'ils sont en train de mettre en place qu'ils préparent leur départ pour Mars, les transitions vont être dures et beaucoup vont se poser la question de savoir s'ils ne sont pas les grands sacrifiés de notre système qui est mené par une innovation débridée. Il est certain que cette situation ne va pas permettre à beaucoup de retrouver une confiance dans les institutions démocratiques. Tout cela pour dire que les anxiétés économiques vont nous accompagner encore longtemps. Pourtant, la démocratie devrait permettre aux individus d'avoir les moyens d'influencer cette situation. Durant la révolution industrielle, c'est le système démocratique qui a progressivement mis en place et qui a permis à la classe ouvrière d'améliorer leurs conditions et de se protéger contre les pires excès du capitalisme. Mais aujourd'hui, les classes moyennes semblent croire de moins en moins dans les opportunités que leur offre la démocratie libérale. Dans nos prochaines vidéos, nous allons voir les autres causes du doute dans la démocratie. Le grand retour des préoccupations identitaires et l'apparition de l'hyper-individualisme.